Bienvenue à mon ciné balado, épisode de spécial film à Oscar. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Et écoute, on a eu l'idée de faire un épisode un peu spécial puis d'inviter quelqu'un en plus pour nous accompagner. Ouais, notre spécialiste des top 10. C'est ça. Nico Lacroix. Quelqu'un qui était là à la naissance des Oscars. Oui. Nico Lacroix du FM 93. Salut, messieurs. Chroniqueur et cinéphile à 16 heures. Mm-hmm. Ouais, puis là, t'auras pas le choix. Tu peux pas avoir juste des films d'horreur parce que pas ben de films d'horreur qui ont gagné meilleur film. Il y en a pas vraiment. Il y en a un qu'on pourrait qualifier de. C'est ça. Fait que spécial. Les gagnants du meilleur film des Oscars, donc on est dans notre marathon pré-Oscar, comme tous les fans qui essaient d'écouter tous les films possibles. J'avoue que ça fait 2 semaines que j'écoute plein de gagnants du meilleur film, soit que j'avais pas vu ou que moi j'ai juste voulu revoir parce que tu sais, des drames puissants, tu les écoutes pas si souvent que ça. Là. On n'écoute pas Schindler's List à chaque année. Exactement. D'ailleurs, pour cette raison-là, je l'ai pas mis dans ma liste, mais c'est un grand film. Ouais. Mais je veux quasiment jamais le revoir. Je suis un peu allé dans le même ton que toi où c'est pas, j'ai pas mis sur ma liste les meilleurs films d'histoire du cinéma. C'est ça. Mais les films que moi j'adore, mes favoris qui ont gagné l'Oscar. Que j'ai du plaisir à réécouter. C'est ça. Ouais. J'ai fait ça un peu aussi, un mélange des deux. Là. Fait qu'on on a dit qu'on ferait une dénomination là, de 10 à 1, mais comprenez que c'est dur de comparer tous ces films-là, lequel est vraiment le meilleur. Je regardais même ceux que j'ai mis sur Letterboxd. Il y en a beaucoup que je mets 4,5 puis 5 étoiles de toute façon. Fait qu'à un moment donné, un 5 étoiles puis un 5 étoiles. C'est un peu comme comparer les époques du hockey aussi. Là. Les époques du cinéma, c'est pas toujours... Tout est relatif. Ben oui, c'est ça. Jake Evans, Henri Richard, qui est le meilleur? Voilà. Comment comparer? Est-ce que vous trouvez, je veux pas sauter votre planification, mais est-ce que vous trouvez généralement que l'Académie est représentative de la qualité cinématographique de l'année? Ils se trompent-tu plus souvent qu'autrement ou ils ont raison plus souvent qu'autrement? Mais c'est sûr qu'au niveau, je regardais aussi, ça fait quelques années qu'il y a 10 nominations de meilleurs films, pas très peu d'années, là, en fait. Mm-hmm. Mais c'était comme ça au début, ça a changé dans les années 50-60. Puis là, pendant 40-50 ans, c'était 5 films seulement. Puis c'est drôle, c'est ça, je regardais 93, de mémoire, je me souviens plus qui a gagné. C'est Schindler's List. C'est Schindler's List, puis je me disais, est-ce que Jurassic Park était nommé aussi? Mais il y avait plein de nominations, mais il n'y avait pas meilleur film. Puis moi, je trouve que 93, mais c'est parce que c'est mon ça a été dominé par... Moi, c'est Jurassic Park, je trouve que c'est le film le plus emblématique, mettons, de cette année-là. Il y en a des comme ça, comme on disait... là, je suis juste dans Spielberg, Saving Private, qui était comme, comment ça, il n'a pas gagné? Bon exemple de film qui aurait dû gagner. Quelques aberrations à certaines années, mais moi, je pense qu'en général, tu sais, en voyant la liste, la plupart des choses se tiennent encore. Là, les films c'est pas des mauvais vieilli. choix, mais il y aurait d'autres... Selon moi, parce que moi, je pense l'inverse. Je pense que plus souvent qu'autrement, ils se sont trompés. l'Académie se trompe. Mais le gagnant était dans la nomination, tu veux dire. Il n'avait pas complètement été... Non, c'est ça, il était en nomination. Mais il y avait des films... pas eu l'Oscar. Plus méritoire selon comment tu l'analyses que celui qui a gagné. Je pense qu'il y a du lobbyisme, d'abord. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé à Hollywood. Des fois, tu connais telle personne, parce que c'est des gens de l'industrie qui votent. Fait il y a de la politique, t'es chum avec, c'est ça, des acteurs et tout ça. Tout ce qui est bien pensant a un avantage sur tout ce qui est horreur, justement. Fait que je pense que ça biaise un peu les résultats. Je pense qu'il y a un côté émotionnel aussi. Tu dis, les gens se connaissent, se côtoient, travaillent ensemble. Fait que des fois, ils aiment ça aussi, les belles histoires, quand c'est un comeback. C'est quand même une aberration que Pacino a le meilleur Oscar pour Scent of a Woman, là, on s'entend. Là. C'est ça. Et c'est pas le meilleur film qu'il a fait. Non, vraiment pas. Denzel pour Training Day, alors qu'il l'aurait mérité pour Glory. Il avait gagné pour Glory, par exemple. Il avait gagné pour acteur de soutien, par exemple. Soutien, OK, c'est ça. Mais oui, fait que ça arrive. Fait que, je pense qu'ils aiment ça. S'encourager quand c'est une histoire comeback, ils aiment ça. Ouais, c'est ça, on en voit souvent l'espèce d'Oscar qui hommage, il y a le vrai Oscar hommage, mais qui est un peu... Qui est un hommage à une carrière pour un film moyen. Ça a jamais, le timing était jamais bon, mais là, il faut reconnaître l'ensemble. Puis c'est là que ça se passe. Au dernier chant du cygne, là, je suis plus trop long, on te le donne pour X-Film. Fait que oui, puis c'est... Comparé à un festival que là, il y a un jury de 7-8 personnes, pendant une semaine, ils écoutent des films, puis là, ils donnent des prix.
Là, on dit que c'est comme 2-3 000 votants dans l'Académie. Pendant 1 mois, 2 mois, ils écoutent des films. Fait que là, la fameuse Dune, il est sorti en mars. C'est sûr qu'il n'y aurait pas dû. C'est pour ça, ça fait trop longtemps. Tandis que tel autre film moins bon qui sort à la dernière minute. Fait que, plus, ils n'ont pas le bénéfice du recul. Que nous autres, on a aujourd'hui. Oui, les années font que... Mais là, encore là, moi, j'étais allé, c'est gagnant. Là, j'ai pas analysé chaque année pour qu'est-ce qui aurait dû gagner. Aucun Mission Impossible, aucun Rapide et Dangereux gagné. Je comprends pas, là. Alors, ils gardent ça pour le 10. Rapide et Dangereux 10. Oui, c'est ça va couronner la C'est 10 ou 11. Non, ça va être le 11. C'est 11. C'est le 11, oui. C'est passé. Comment as-tu pu oublier? Ben, c'est Fast X, effectivement. Alors, on y va, on se mouille. Oui. Écoute, je peux lancer. En 10e position, il y a eu quand même plusieurs films sur de guerre, là, et plusieurs sur la guerre du Vietnam. Il y en a quand même, notamment 2, entre autres, qui ont gagné. J'y vais pour, ça célèbre mon année de naissance, 1986, Platoon de Oliver Stone, qui fait partie de ceux que j'ai réécouté récemment parce que je me souviens avoir vu ce film-là, tu sais, à 18-19 ans, quand tu commences à découvrir le cinéma, puis là, tu vas au club vidéo, puis là, tu prends plus juste des films avec Will Smith, là, puis là, tu commences à regarder d'autres choses. Idéalement. Puis, la fameuse scène de Willem Dafoe à genoux. Avec Adagio for Strings. Fait que, je l'ai réécouté, puis c'est ça. C'est des films qui comptent l'horreur de la guerre, puis aussi le chaos de la guerre du Vietnam, là, comment c'était n'importe quoi, puis qui se faisait avoir... et surtout raconté par quelqu'un qui l'avait vécu, en plus, sur le terrain. Quand même, Oliver Stone est un ancien soldat, un vétéran. Fait que ça amenait... Mais très singulier dans le film, aujourd'hui, on parle du recul, Charlie Sheen dans un rôle sérieux, comme j'ai comme de la misère à le prendre au sérieux un peu. Qui était un bon acteur en début de carrière. Puis moi, je l'ai connu plus dans les comédies, dans les parodies, puis là, il est tombé à la télé, puis après, des déboires et tout. Plus Hot Shots que... Ouais, c'est ça. En quelque part, il était la muse aussi de Stone. Il avait joué dans Wall Street l'année d'après, aussi, quand même. Fait coup sur coup, 2 gros films. C'était les grandes années d'Oliver Stone. Puis l'autre, justement, Deer Hunter, qui traite aussi de la guerre du Vietnam, mais j'ai pas eu le temps de le voir, lui, puis c'est comme plusieurs films d'Oscar du 3 heures de temps, 2h45. Fait que un jour. Qui est différent. Mais Deer Hunter, si t'enlèves la scène de la roulette russe, c'est pas aussi accessible, je trouve, que Platoon. OK. Ouais. Mais c'est un grand film aussi. Si je me trompe pas, c'est un des films fétiches de Pascal Plante, le Deer Hunter. De beaucoup de cinéastes. Mais effectivement, je suis d'accord. Platoon se retrouve aussi sur ma liste. Fait que je me rappelle, moi, j'avais 11 ans quand je l'ai vu. Je l'ai vu après qu'il ait gagné l'Oscar du meilleur film. On l'avait ressorti au cinéma. J'étais allé le voir avec à 11 ans, tu devais être accompagné. Ben oui, j'avais mon meilleur ami était 2 ans plus vieux que moi. Fait que j'étais avec lui et son père. OK. Dans ça là, je pense que les films étaient comme 14 ans et plus. 13, 14. Je pense qu'accompagné d'un adulte, tu rentrais. Aujourd'hui, un 13 accompagné d'un adulte, ça fonctionne. Mais ça fonctionnait aussi à l'époque. Un 11 ans puis un 14 ans qui vont avoir un 13. Non, c'est ça. Mais il y avait un adulte, c'est sûr, mais je me rappelle, puis je pense même 18 ans, en tout cas, c'était toléré. Mais moi, je viens de l'Outaouais, puis à Ottawa, c'était plus permissif. Fait qu'on allait souvent en Ontario voir les films. Mais c'était mon premier film sérieux, tu disais, quand tu fais partie de ces découvertes-là. Puis je m'en rappelle que ma mère était quand même un peu nerveuse de me laisser aller quand même, vu la thématique. Mais je me rappelle d'avoir été vraiment... C'est marquant comme premier film sérieux. Oui, parce que tu sais, il y en a beaucoup des films de guerre qui sont comme hot, tu sais. La guerre, patriotique. C'est pas Rambo. C'est ça, exact. Côté patriotique, tout à fait. Rambo 2, mettons, parce que même Rambo 1, il est aussi PTSD pas mal. Oui. Mais fait que oui, un film de grande qualité. Bon, on peut enchaîner. Là, on va essayer de pas prendre 10 minutes. Moi, t'es pas sur ma liste. Il a failli. Mais mon 10e, s'il faut faire un ordre, évidemment, c'est Amadeus de 84, qui... C'est une thématique... J'étais très jeune, malgré... Même si c'est dur à croire, j'étais quand même jeune en 84. Tu l'as vu à l'époque qu'il était sorti? Je l'ai vu après. Je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu quand il est venu à la télé après. Mais à la base, c'est pas le genre de film qui intéresse un ado, là, tu sais, film sur Mozart. C'était tellement... Ça m'a montré qu'on pouvait faire des films historiques divertissants parce qu'il y avait quand même beaucoup d'humour dans ce film-là. Il y avait la trame de lui contre Salieri et tout ça qui était intéressante et accessible. Encore une fois, c'est un mot qui va revenir souvent, là. Mais je trouve que des fois, les films à Oscar, ou la perception des films à Oscar, c'est que c'est pas des films nécessairement accessibles à tout le monde. Amadeus, ça l'était.
Toi, il va sûrement l'être sur ta liste. Non seulement il est dans ma liste, mais je pense dans mon top 10 ever à la vie, Amadeus. Okay. Ça fait partie vraiment des films cultes. Que moi aussi, j'ai découvert à l'adolescence, donc plusieurs années après sa sortie, fait que probablement au début des années 90. Puis je me rappelle, un peu dans quel contexte j'ai vu ça, mais je me faisais dire un film sur Mozart, tout ça, puis moi aussi, j'étais comme, OK. Finalement, j'ai été frappé par le film. Bon, c'est une œuvre fictive, là, c'est pas une vraie... C'est pas un documentaire. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre que j'aimerais voir un jour. Okay. Mais cette représentation-là de Tom York, un Mozart un peu idiot savant, mais écoute, c'est tellement bien joué. La réalisation de Miloš Forman, elle est incroyable. L'utilisation de la musique, fait que oui, m'a fait partie de ces films que j'ai eu la chance de voir il y a quelques années à Montréal avec un orchestre symphonique live. Ouais. Ça faisait partie de ma bucket list. Fait que j'ai vu. Est-ce qu'il mettait un entracte dans le film pour oui, il y avait un entracte. Mais c'était fascinant de voir l'orchestre et la charge de la musique là, live, c'est quelque chose. Fait que si jamais ça repasse, parce qu'il vient de temps en temps à Montréal, puis même à Québec, on a commencé à voir ces concerts-là symphoniques. Oui, j'étais à celui de Ennio Morricone il y a il y a 2 semaines, quoi. Puis c'était absolument fantastique. J'ai vu Star Wars, il était passé. Okay, le film et l'orchestre en même temps. Ça, c'est ça qu'ils en font un par année? Ouais, ben même 2 quasiment, parce que là, tu as 3-4 compagnies qui font ça. Fait que c'est rendu à la mode. Seigneur des Anneaux aussi, je pense. C'est ça, j'ai un ami. Et Harry Potter. Il y en a un de ces films harmoniques. Moi, c'est celle que j'ai vue. Ils reviennent avec James Bond bientôt, qui est excellent. OK, mais c'est juste des musiques de James Bond. Oui, c'est ça. C'est pas une projection. Okay. Non, exact. Faudrait que je l'écoute à Amadeus parce que... Toi qui aimes la musique en plus, qui est musicien. Là, j'étais un peu saoulé des biopics, mais c'est ça, je suis en train de comprendre qu'il est hors norme. C'est très divertissant. En 9e, il y a quelques semaines, justement, quand on a annoncé ça, j'ai fait mes devoirs aussi. J'ai un bon angle mort de tout ce qui est avant les années 60. Puis je me suis attaqué à Casablanca, que je n'avais jamais vu, de 1942. Et, il fait ta liste? Oui, je le classe en 9e parce que je trouve qu'il y a ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a une intemporalité à ce film-là. Il y a 80 ans quasiment, puis il fait encore... Je l'ai aimé, tu sais. Puis j'ai bien de la misère avec tous des films noirs et blancs. Je trouve que déjà, juste le fait que c'est vieux, ça me rebute. Là. Ouais, exactement, c'est ça. Puis c'est surprenant qu'il n'y ait jamais eu de remake. C'est une bonne chose, mais d'habitude, quand on a les Américains, s'il y a un film à succès, c'est pas long. Je suis pas mal sûr qu'il y a des pitch meetings à chaque année de genre, on leur fait dessus, puis on met dessus... Je pense que le pire qu'il y a eu, c'est une version colorisée. Ouais, je suis pas sûr. OK, peut-être. Ouais, ça doit être... Ouais. Non, c'est pas... Il n'y a pas de plus-value à ça. Fait que... Faudrait que je le revoie. J'aime beaucoup le personnage qui est très... cynique de son nom Rick, c'est ça, Rix machin tu vois qu'il est brisé par cette espèce de problème politique là, d'être coincé là parce qu'ils n'ont pas de papier puis tout le monde est coincé à Casablanca puis il est comme en train de mourir de l'intérieur de son cynisme. Puis on dirait que le cynisme et l'humour noir et tout est tellement à la mode depuis quelques années là. J'en suis victime moi-même que je suis comme ça m'a comme happé que ce film là vieux de même fonctionne encore. C'est un peu ça. T'sais. Fait que est-ce que c'est mon film préféré tout le temps? Non, mais il fait l'épreuve du temps. Il est pertinent encore. Ouais, c'est ça. Parce que dans le haut de ma liste, ça sera des films peut-être beaucoup plus récents. Puis je le sais pas si... On refera ça dans 20 ans, voir si... Ouais, bonne idée. J'espère que vous ayez un autre invité dans 20 ans, là, mais quand même. Tu laisses planer que t'as genre 71 ans, là. Moi, on ira dans mon te voir au CHSLD. Ça fera enfin du monde pour me visiter. Là, les infirmières vont dire, là, il va falloir que M. Lacroix se repose un peu. Craquez-le pas, là. Moi, je pense qu'il aurait pu faire partie de la liste, honnêtement. Mais un peu comme toi, Nico, ça fait longtemps que je l'ai vu. Ça fait peut-être une quinzaine d'années, vingtaine d'années. Je pense que j'avais vu peut-être même au cégep, dans les cours de cinéma américain. Mais oui, j'avais été quand même impressionné. C'est un film... Étant un amoureux du cinéma, tu as toujours entendu parler que c'est comme un incontournable. Et puis, c'est un film qui a marqué évidemment beaucoup les cinéastes de la nouvelle génération comme Spielberg, Coppola et tout ça, Lucas. Là, alors, puis t'avais, écoute, comme tu dis, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman aussi, qui était au sommet dans ces années-là. Ça dessinise n'importe qui. Je viens d'inventer un mot. Là, mais... 1h40 aussi. C'est pour ça que ça coûte super bien. J'ai regardé, fun fact, grâce à Letterboxd, j'ai trouvé des listes de tous les gagnants des Oscars. Puis j'ai vu à peu près la moitié. Je pense que j'en ai vu 40 sur les 85 quand même. Date. Moi, je pense pas que j'en ai vu la moitié. Parce que moi aussi, toutes les années 30, 40, 50, j'étais moins dans c'est ça. C'est ça, puis là, c'est ça.
Je suis pas sûr que je vais me faire ce devoir de tous les écouter non plus. En 9e, j'ai un film, moi, qui est très, très, très récent, qui est difficile à expliquer et à vendre aux gens. Fait que je suis content qu'il ait gagné un Oscar parce que ça fait un argument pour que les gens le regardent. Puis c'est aussi, contrairement à la tendance actuelle, un film qui demande beaucoup d'attention. Puis je pense que les gens ils ont de la misère avec ça. C'est Everything Everywhere All at Once, qui est un bijou de film qui mélange à peu près 40 genres, mais qui, à son centre, est une histoire familiale. Et c'est drôle, c'est inventif, c'est émouvant, c'est super bien tourné, super bien monté. Excitant dans le sens, c'est haletant. Imprévisible. Ouais. Qui a gagné en 2022 et qui a enfin ramené Michelle Yeoh, que je suis depuis ces années avec Jackie Chan. Police Story. Exact. Exact. Puis Kiwi Kwan aussi. Là, ça, c'était l'année des rédemptions. Puis c'est la même année que Brendan Fraser aussi gagné pour The Whale. C'était deux grands retours. Tout le monde pleurait. Jamie Lee Curtis capotait au premier rang. Gros Oscar. Écoute, qui va marquer jamais l'esprit avec les doigts saucisses. Oui, c'est ça. Fait partie de ma liste également. Ouais, moi aussi, on s'en parle dans la fin de l'épisode. Je me souviens, quand j'étais sorti de la projection, j'avais OK, c'est quoi cet ovni-là? Ouais. Et je pense qu'on a cité tous ces acteurs-là, mais une des plus sous-estimées, c'était Stephanie Hsu, qui jouait la fille de Michelle Yeoh aussi. Il y avait vraiment de bons moments. Fait que pour la folie, pour l'inventivité, moi aussi, ça fait partie de ma liste. Je sais pas si pour les Américains moyens, là, parce que c'est pas non plus un film qui a fait de 300 millions de dollars. Là, ça, c'est les années gladiateurs, ces trucs-là, que le gagnant faisait aussi full d'argent. Là. Sinon, en général, c'est pas les plus écoutés de l'année non plus. Je sais pas si ça fait un peu comme Vampire Humaniste ici, qui a gagné, puis tout le monde, hey, c'est le meilleur film, c'est capoté, allez voir ça, puis au final, il a fait comme 200 ou 300 000 $, là, dans le spec, c'est pas si gros que ça. C'est ça, quand je dis dur à vendre, c'est ça que je veux dire, c'est que ça vise un public très précis dans sa facture. Mais finalement, il y a plus de gens que ça qui pourraient l'apprécier s'ils donnaient une chance. Et pour le genre, ça va être très bien fait. Puis je pense que c'est le film d'A24 qui a fait le plus d'argent au box-office. Ouais, je pense pas qu'il ait été battu depuis. Pas loin de 80 millions aux États-Unis là, pour ce type-là. Ouais, ça avait été quand même... À moins qu'il ait été battu par Civil War depuis. Long Legs, c'est Neon. Je mélange. Long Legs. C'est un autre, c'est ça. OK. Fait que moi, il a réussi à trouver son public, mais vraiment par bouche à oreille. Ouais, puis je pense qu'il je me souviens plus initialement, il était sorti quelle date? Je pense que c'est au printemps. C'était-tu avril ou quelque chose comme ça? Puis quand il a gagné, il a été ramené. Puis c'est un des rares, je crois que je l'ai vu 3 fois au cinéma. Là, pour en parler au podcast, j'étais retourné avec ma blonde. Puis quand il a gagné puis qu'il avait été remis, j'étais retourné le voir. Moi aussi, j'avais vu 3 fois. Pat? Je m'en lançais un comme ça. Écoute, moi, j'en ai déjà 3 sur ma liste de parties. Comme un pool, là. Ouais, c'est ça. OK, choisis. Ouais, c'est ça. Bon, je vais aller avec peut-être un évident. Là. Je vais me lancer avec Rocky. Quand même. Oui, écoute, feel good movie, en quelque part. Drame très touchant, très émouvant. Ouais. Peut-être, là, ça dépend où on se situe. Est-ce que c'est le meilleur des Rocky? Pour moi, non. OK. C'est quel le meilleur? C'est 3. Je vais pas me dire 3. Moi, je vais dire c'est 3. OK? Ça, c'est Mr. T, le 3. Parce que j'ai grandi avec le 3. C'est le premier que j'ai vu. OK. Puis c'est un film d'action. Okay. Fait que ça, c'est avec mes lunettes de jeune enfant qui découvre Rocky. C'est sûr qu'avec les lunettes d'adulte, oui, OK, Rocky, c'est le plus crédible, le plus réaliste. Écrit par Stallone. Ouais, puis toute l'histoire, la rédemption du héros, mais disons pas la rédemption, mais le combat du protagoniste, mais le combat de Stallone pour avoir son film fait, puis être dedans. C'est un film miroir, tout à fait. Fait que j'ai plus de plaisir à réécouter Rocky 3, mais... Rocky 1, évidemment, est un plus grand film. Mais il n'a pas gagné l'Oscar. Non, malheureusement. Mais quand tu écoutes Rocky 3 puis Rocky 4, c'est surprenant qu'on dise le premier a gagné l'Oscar du meilleur film. Écoute, il y a une rupture de ton totale. C'est comme First Blood puis Rambo 2. Oui, tout à fait. C'est pas ça devrait pas être la même série de films. Là, on dirait que c'est un autre studio a acheté les droits puis milké des suites. Exact.
Fait que, non, moi, il est pas dans ma liste, mais je reconnais cet amour sportif. Moi, si Moneyball avait gagné le meilleur film, c'est sûr que ça serait mon numéro 1. Je suis tout à fait d'accord. Vois-tu, c'est une année où je trouve justement que... Je me souviens pas, c'est Je me souviens pas moi non plus, mais je me suis dit, Moneyball aurait plus... Puis je pense que Rocky, c'est en 76, amorce ce début-là du changement de l'Amérique où on sort de la guerre du Vietnam. Les gens ont besoin de légèreté, de croire en quelque chose. Arrive l'année suivante Star Wars. Fait que ça, on est comme ce changement-là un peu. Année, 76. Okay. Fait que je pense que les gens avaient besoin de croire. C'est ton année de naissance. En plus. Voilà, fait que tout est dans tout. Fait que c'est ton 7, c'est ça? C'est ton 7e film? Ah non, je pense non, 8. Même, 8, ok. Ouais, on avance c'est vrai, pas très on a vite. fait juste 2. Juste finir, shameless plug, j'étais en train de réviser la maquette du prochain magazine Mon Ciné, Balado Mon Ciné, qui va sortir. Puis dans ton interview avec François Papineau, il raconte que Rocky, c'est un de ses films préférés. Justement, c'est pour ces mêmes raisons de rédemption. Numéro 8, on parlait de est-ce que c'est le meilleur film de tout? Je sais pas, il peut faire controverse, mais très agréable à écouter. Moi, j'adore ça. C'est Forrest Gump de Robert Zemeckis. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Il y en a du monde que je connais qui ont aimé ce film-là, puis après, quand ils apprennent que des gens l'aiment pas, ils le réécoutent, puis là, finalement, ils aiment pas ça. Je le trouve un peu débile, mais moi, je le trouve le fun. Je le trouve... Je trouve justement qu'il y a un problème de recul pour moi avec ça. Tu vois peut-être parce que ça fait presque 7-8 ans que je l'ai pas réécouté. Okay. Mais jugez-moi. Je fais partie de ceux qui le détestent. Mais est-ce que tu le détestais depuis le début? Je le déteste depuis sa sortie en 1994. Ah, ok. Ça, là-dessus, tu es avant-gardiste. Je fais partie de la minorité. Je me souviens d'avoir vu ça et de sortir du cinéma et dire pourquoi que les gens triplent là-dessus. Ah ouais, ok. Je comprends pas. Mais ça te fait pas ça dans pour tous les Zemeckis? Non, t'aimes Retour vers le futur? Non, au contraire, Back to the Future fait partie de mes films fétiches. Oui, c'est ça, t'adores. J'adore vraiment. Donc, non, je n'irai pas dans une grande analyse, mais pour moi, c'est une travestie du rêve américain. Je vais arrêter là. Mais si jamais vous rencontrez Patrick Sénécal un jour, jasez-en parce qu'il adore critiquer et descendre Forrest Gump. Ah, ben écoute, on essaie de faire faudrait un l'inviter. épisode spécial une diss track un diss pod de et j'adore les mimes qu'on trouve souvent où c'est le personnage de Jenny qui est comme coté le meilleur méchante de l'histoire du cinéma. Ah ouais, ok. C'est pas très fine, effectivement. Ben non. N'a pas fait ma liste, n'a jamais passé proche de faire ma liste non plus, mais le mystère... Au pire, je vais éditer puis je vais l'enlever si je l'assume. Pas te faire intimider. Non, mais les gens qui l'adorent, puis c'est correct. C'est très populaire comme film. Moi, le mystère comme ça, puis c'est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'ailleurs, où je comprends pas pourquoi les gens trippent autant là-dessus, c'est Gladiator. Ouais, ok. Je vois pas le mystère. Bref, mon 8e film, on remonte à 67, mon année de naissance à moi. C'est un drame policier social qui met en vedette Sidney Poitier. C'est In the Heat of the Night, par un réalisateur canadien d'ailleurs. Oui, Norman Jewison. Exact. Que je revois de temps en temps comme ça. Je l'ai même acheté pour le réécouter de temps en temps. Ça me rappelle d'où on vient, puis on n'est pas si éloigné que ça dans certains endroits encore dans le monde. C'est l'histoire c'est un policier de la ville noire qui doit faire un arrêt impromptu dans une ville du Sud et tombe sur une affaire de meurtre. Puis, bien malgré elle, la police locale, c'est Rod Steiger qui joue le shérif local, est obligé comme de lui demander de l'aide. Et ça explore tout le racisme aux États-Unis, dans le Sud, dans les États du Sud. Très, 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 très bon In the Heat of the Night. Très bon choix. Il n'est pas sur ma liste, mais il aurait pu faire des films qui fait partie, effectivement. Il fait partie des films que j'ai écoutés dans les dernières semaines. Dans ta préparation, OK. J'écoutais pas. Et puis? Ben, je trouvais... Sidney Poitier, je pense que c'est la première fois que je voyais un film avec lui. Okay. C'est ça. Et puis j'ai su aussi qu'il y a comme une ou deux suites qui ont fait du film. Ouais. Il y a le personnage, dans le fond, ils l'ont amené dans d'autres enquêtes. They Call Me Mr. Tibbs, l'autre, puis il y en a un autre, je pense, après. Ouais. Qui est une quote du premier film. Comme, ben là, comment il vous appelle? Il vient de Philadelphie. À Philadelphie, They Call Me Mr. Tibbs. Puis je trouvais que les problèmes raciaux sont au cœur du film, plus que l'enquête. Fait que je ne sais pas comment c'était perçu à l'époque. C'était peut-être comme la première fois, mais
c'est comme une analyse de dire c'est triste que ça soit encore d'actualité, que genre des guerres raciales et tout. Je pense que c'était la première fois où on voyait un Afro-Américain gifler un homme. Oui, c'est vrai, ouais, grosse scène, ça, quand même. Ouais. Puis, fait que ces affaires-là, c'est super challengeant, tu sais, un peu Mississippi Burning qu'on a vu par après. Puis, mais j'étais là, au niveau de... J'espérais avoir un thriller policier, puis c'est plus quasiment un thriller social que le côté policier. Fait que c'est peut-être par rapport à mes attentes, mais c'est pas un mauvais film pour autant. C'est juste j'espérais avoir un genre de Silence des agneaux, là, tu sais, un peu. Mais des fois, il y a ça. J'aime bien les thrillers policiers. Puis je trouve qu'il y en a pas assez ou qui sont bien des séries B, là. C'est ça. Rapidement, c'est vrai. C'est de la junk de plateforme. C'est vrai. C'est rare les bons au cinéma. Je continue, oui, toi. Vas-y, OK. Ben moi, je vais aller avec mon film épique à la Gladiator, qui n'est pas Gladiator, mais je vais aller avec Braveheart. OK. Mel Gibson. Je me rappelle d'avoir vu ça, un peu choqué par la violence quand même du film, mais d'être sorti évidemment pompé, prêt à aller combattre n'importe quelle armée. Écoute, le speech de la fin et tout ça, c'était tellement un moment iconique du cinéma qui prouvait comme... Non, je pense que c'était son deuxième film. Je pense qu'il avait fait un petit drame de Man Without a Face avant, Mel Gibson, quand même. C'était assez audacieux, qui était la grande vedette de l'époque, qui commence à vouloir tourner des films. L'histoire, évidemment, de Robert... de Bruce, c'était ça? C'était... Je pense que c'est ça. Non, c'est William Wallace. Robert de Bruce, c'était le roi. C'était son associé. C'est ça. Donc, William Wallace, effectivement, qui combat pour l'Écosse. Fait que, oui, un film très, très cru, très émotionnel, avec une très belle musique aussi. Faudrait que je le revisite. Ça fait partie des films aussi que j'ai vu jeune, un peu comme le dernier des Mohicans, puis de faire « Oh, c'est violent, ce truc-là. » Là, c'est plus juste comme un James Bond qui tu meurs un peu hors écran, là, mais... Ah non, Gibson se fait éviscérer. Mais est-ce que lui, il était écossais, Gibson? Spoiler. Non, il est australien. C'est ça, fait que c'est juste ça l'a touché puis il avait envie de jouer ça. Ouais, tu sais, je pense que c'est un film qui était très dans l'esprit d'Hollywood de l'Amérique, là, parce que d'ailleurs, beaucoup d'historiens disaient dans les dialogues, dans les répliques, la notion de liberté telle qu'était annoncée, nommée, n'existait pas dans ce temps-là. Là. Fait que... Il criait pas liberté. Non, effectivement, c'est ça. Il n'y avait pas de collant liberté sur leur derrière de cheval. Non, c'est encore moins avec un A. Liberté. S'ensuit la liste de Schindler, qu'on a dit d'entrée de jeu que effectivement, je l'ai pas revu récemment. C'est des films qui sont assez lourdeaux. C'est un film extraordinaire. C'est ça. Mais lourdeaux comme débinant. Mais je pense que je serais dû peut-être pour une réécoute peut-être à toutes les 10-15 ans pour juste se rappeler des qualités techniques et des prouesses du film. Mais je pense que c'est pas c'est moins choquant que Forrest Gump de dire qu'il fait partie d'un top des meilleurs films. Exact. Vois-tu, ça c'est un peu comme Rocky. Aurait pu faire ma liste, puis finalement, parce que ce qu'on disait au début, là, c'est pas un film que j'aime revoir. Je l'ai laissé hors de ma liste, mais il aurait très pu. Je veux dire, c'est le chef-d'œuvre de Spielberg dans une carrière où il y en a eu quelques-uns. Oui, c'est ça, et d'une décennie même, les années 90. C'était très fort. Non, moi aussi. J'ai longtemps jonglé, est-ce que je le mets ou pas, mais pour les mêmes raisons que Nico, finalement, j'ai décidé de l'enlever. Mais écoute, quel grand film. Puis j'ai eu l'occasion de le revoir il y a quelques années. Je pense que c'était pour le 30e ou 35e anniversaire, ou en tout cas. Et je suis retourné avec mon garçon qui était dans la jeune vingtaine à ce moment-là. J'ai dit, quelle bonne idée. Faut que tu vois ça, faut que tu vives ça. Et il était sorti branlé, évidemment. C'était en 93, fait que ça devait être le 30e. Non, je pense que c'est 2018. 2018, 25e. Fait que 25e, ça, peut-être ça. Ouais. Pour mon 7e film, je suis allé dans le très léger, mais justement un film que j'aime revoir avec toujours autant de plaisir. Puis c'est quasiment un petit thriller policier, mais plus humoristique, avec un duo d'acteurs absolument iconique. Robert Redford et Paul Newman. Et c'est L'Arnaque. Okay, Sting, qui est un de mes films favoris depuis que je l'ai vu tout jeune. Je l'ai vu à la télé. Qui a gagné l'Oscar en 73. Entre les deux parrains. Exact. Et c'est en plein ça, entre les deux parrains. Et c'est genre vraiment juste
du plaisir fou de voir deux vedettes, deux superstars du cinéma avoir du fun avec plein d'autres acteurs. C'est un peu comme l'Ocean's 11 de l'époque. Exactement. Exactement. C'est avec plus de monde encore que... Ah ouais, je vais regarder ça. C'est, comme je te dis, c'est léger. C'est des arnaqueurs qui décident de se venger pour la mort d'un des leurs et montent une arnaque assez grandiose. OK, cool. Ben, vraiment pas gênant comme sélection. Il n'est pas dans ma liste, mais un film que j'avais beaucoup apprécié aussi, que j'ai découvert sur le tard, évidemment, dans la vingtaine, mais comme tu l'as dit, 2 acteurs au sommet qui avaient tourné Butch and Cassidy de Son quelques années avant. Fait que, alors, je me lance dans un autre. Oui. OK, ben allons-y. Parce que j'ai hâte de voir votre réaction à ça. Pour moi, je pense quand même un évident, parce que c'était un événement cinématographique. Titanic, de James Cameron. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Sur le cinéma, c'était une expérience incroyable là, de vivre, de voir ce bateau-là se défaire, sombrer et couler. C'était complètement fou. Histoire d'amour cucu, mais très sympathique. On embarquait dedans. Musique, encore là, super belle de James Horner. Plus la chanson iconique de Céline Dion. Fait que moi, c'est pas un film que je vais remettre pour le fun de le remettre, mais s'il passe à la télé ou quelque chose, puis j'embarque, je commence à l'écouter, c'est sûr, je vais l'écouter pour un certain moment. Je pense que ces films, si j'allais le revoir complètement, je pense que ce serait vraiment au cinéma. Ben, je pense que chez nous, ça rend pas justice. Mais j'aimerais ça le revoir, effectivement, un jour. Mais, moi, pour moi, ça fait partie des grandes expériences au cinéma que j'ai vécues. Tu parlais d'entrée de jeu. Je sais pas qu'est-ce qu'il a perdu en 98 contre ça, mais c'est vrai que c'est assurément le film qui représente cette année-là, 97, dans le fond. Là. Oui, c'est le film qui représente cette année-là. Il est emblématique, puis de par son 2 milliards, chaque film que James Cameron sort et tout, on le compare à est-ce qu'il va battre ce fameux succès et tout. Puis tu vois, moi, j'ai pas pensé le mettre parce que c'est pas un film que j'adore écouter encore et encore, mais c'est sans doute un qui m'a le plus marqué. Puis son fanbase est incroyable. Je sais que, entre autres, Catherine Brunet, Xavier Dolan, ça, c'est des tripeux à mort de ce film-là. Good Will Hunting. OK. The Full Monty. Ça aurait été surprenant. As Good As It Gets. Et L.A. Confidential. Ouais, okay. Ça, je sais qu'il y avait beaucoup de militants contre ça. Mais tu sais, c'était le pari fou de Cameron. Ouais, je pense que Titanic, juste pour la production, puis comment ça a été fait. Tout le monde à Hollywood était contre lui, tout le monde était sceptique. Il a mis sa propre argent, il a remis son salaire pour terminer le film. Non, c'est ça. Non, c'est un pionnier de la production donc là, tu mets dans non, il n'est pas dans ma liste, mais je veux dire, c'est pas gênant qu'elle soit dans le... Non, effectivement. C'est pas Forrest Gump, là. Ben moi, en sixième... Moi, j'ai pas mis Titanic non plus, je veux juste te dire ça. C'est un film que tu avais apprécié. Mon problème avec Cameron est toujours le même. Après Aliens, c'est un technicien extraordinaire, mais il faudrait qu'il fasse écrire ses scénarios par quelqu'un d'autre. Il est trop cucu. Avatar, encore là, c'est quelque chose... C'est une histoire qu'on a vue. Je ne sais pas Pocahontas. Mais je pense c'est il danse avec les loups, mais avec du visuel. C'est son chapeau de producteur, peut-être, qui fait qu'à chaque fois, il en ajoute. Puis au final, au box-office, ça marche. Mais pour les cinéphiles, mettons, donc, que je mets ça sur un piédestal. C'est ça. Il a compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Mais Titanic, c'est un petit peu trop cucu pour moi, tout en étant une réalisation technique extraordinaire. Exact. Puis la production, c'est ça. Ouais. En sixième, je pense que c'est un Oscar qui couronne l'ensemble d'une œuvre, l'ensemble d'une trilogie, puis c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Je suis pas le plus grand fan du monde médiéval et du Seigneur des Anneaux. C'est pas un film que je revisite. Je sais qu'il y en a que c'est à chaque année, justement dans le temps des fêtes ou quoi que ce soit. Tu fais pas de pèlerinage non, en Nouvelle-Zélande pour voir les hobbits. T'as pas ta réplique de l'anneau. Puis... c'est ça, mais ce que ça représente dans le début des années 2000, cette trilogie-là, je me souviens que ça a remis du monde à mon âge à lire des livres, à tomber dans cet univers-là et tout. Fait que là aussi, ça compte les effets spéciaux. Je veux dire qu'avec Weta, il a vraiment fait avancer des c'est ça. Des effets spéciaux. Puis si je me trompe pas, ça doit être aussi un des premiers cas de
une fois qu'ils ont fait la première, c'était prévu la trilogie, puis quand ils ont fait le deuxième film, ils ont dit hey, je pense qu'on va sauver des coups si on tourne le 2 puis le 3 tout de suite en même temps et tout, puis ce qu'on voit un peu plus souvent maintenant au niveau de la production, parce que la mode est aux trilogies puis aux histoires scindées, mais ça doit être un des premiers à avoir fait ça aussi. T'avais Back to the Future 2 et 3 qui avaient été tournés ensemble. Ah, c'est vrai, mais ensemble, mais c'est deux sets complètement différents. Il y en a un qui est Far West, puis l'autre il est dans le futur. Fait que tu profites des acteurs, mais c'est pas dans les mêmes lieux vraiment. Ouais. Puis ça devait être, il est tourné en même temps, mais ça devait être 180 jours de tournage. Là. C'était fou. Elijah Wood, il a dû juste vivre en Nouvelle-Zélande. Il y a des jours qui tournaient des trucs du 3, puis le lendemain du 1, puis c'était... Ben, pas du 1, sûrement du 2. C'est arrivé des fois, Ils tournaient les 3 même. Oui, il y avait des éléments, oui. C'était le fun aussi. Ils profitent des décors. De genre le camp des elfes, là, j'imagine. C'est le fun de voir un film de genre gagner le prix du meilleur film. C'est ça. Aussi. Et malheureusement, Dune 2 cette année. Mais il est en nomination. Il est en nomination comme meilleur film, mais on sait tous qu'il n'y a pas le buzz. Il l'aura pas. Là. Moi, à ce rang-là, je me souviens plus lequel on est rendu, 6, je pense. Je vais y aller avec un autre film des années 70. Un film d'une humanité incroyable, puis qui m'a habité depuis que je l'ai vu la première fois, et qui continue de m'habiter. Qui était une pièce de théâtre aussi avant. Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Je pense que c'est là qu'on a commencé à prendre connaissance de la brillance de Jack Nicholson. Il y a beaucoup d'autres acteurs là-dedans aussi, de Brad Dourif, Danny DeVito, Christopher Lloyd. Okay. C'est un film sur c'est un homme qui a des problèmes de santé mentale, mais décide de se faire interner volontairement. Puis ça vire un peu mal. Ouais, parce qu'il finalement il peut plus sortir. Et comme je vous dis, c'est un film d'une grande humanité. Puis on va même aborder, bien avant que ça se devienne de masse, l'aide médicale à mourir, puis qu'est-ce qui est avoir une vie, puis être en vie, puis qu'est-ce qui fait de toi, etc., etc. C'est un film que tout le monde devrait voir au moins une fois. Bien d'accord, que j'ai vu justement moi, jeune adulte. Oui, j'avais été frappé par ce film-là, produit par Michael Douglas d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, il avait acheté les droits. Ouais, c'est ça. Réalisé par Miloš Forman, donc d'Amadeus aussi, qui donne un des très bons méchants de l'histoire, qui est Louise Fletcher, qui joue l'infirmière, qui a eu un rôle série iconique. Après. Ouais, effectivement. Nurse Ratched. Oui, exact, qui est inspiré de ça. Moi, il n'est pas dans ma liste, mais encore là, un film qui aurait pu faire partie une grande œuvre de cinéma. Ben, c'est tant mieux. Si on avait les 10 mêmes films, ça serait plate. Là. Ben, c'est ça. Moi, c'est plus... J'ai déjà vu, ça fait très longtemps. C'est plus dans mon angle mort, les années 60, 70. J'ai essayé d'en revisiter. Moi, 70, c'est encore celle que je considère la décennie de l'âge d'or du cinéma, où justement les goûts du public et le succès commercial étaient alignés. Que tu penses au Parrain, ou on va y arriver, j'imagine. On doit être quelques-uns d'en avoir au moins un sur la liste. Là. Mais c'est une belle décennie, les années 70. C'est ça. T'aimes pas mieux les années 90 avec le Parrain 3, justement? Que je trouve pas si mauvais que sa réputation. Ouais, je pense que c'est juste que 1 puis 2 sont tellement hauts que ça avait pas le choix de descendre quelques marches. Là, mais... OK. Ben, moi, je me lance avec un classique. On revient au début des années 60. Lawrence d'Arabie. Lawrence of Arabia, qui est pour moi un très grand film que j'ai découvert là encore étudiant en cinéma. Écoute, par la beauté du film, du désert, l'histoire épique sur l'histoire. Étant un amoureux de l'histoire, ça me rejoignait évidemment. Qui a encore influencé beaucoup de cinéastes, qui a influencé beaucoup d'Antis Whitworth, dont Dune, oui, tout à fait. Fait que, pour moi, fait partie des grands films. Et pour Alec Guinness, qui était, à cette époque-là, tout ce qu'il faisait était toujours bon et toujours intéressant à voir. Bien qu'aujourd'hui, on pourrait le regarder avec le prisme d'appropriation culturelle là, pour certains rôles, évidemment, mais c'est une autre époque, il faut l'accepter. C'est quelle année, c'est correct. 62, si ma mémoire est bonne. Ouais. Puis ça en est un, tu sais, avant de construire ma liste, j'ai quand même regardé en général des listes, puis les tops, puis qu'est-ce que c'est pour un peu s'inspirer, puis ça a dicté aussi ceux que j'ai eu le temps de voir, puis j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais je le sais qu'il était dans beaucoup de tops, puis qu'il
très iconique, mais je sais comme, je peux pas le mettre si je l'ai pas vu, là, ça n'a pas rapport. C'est une bonne là, portion de temps aussi pour ouais, le c'est un 3 heures. C'est le film qui avait une intermission comme de Brutal Ça Legend. n'est un Gandhi, aussi, comme tu mentionnais pour Titanic, c'est sûr que s'il ressortait pour une énième édition ou un remaster, je pense que là, je prendrais vraiment le temps d'aller voir au cinéma, mais les fois que je le vois arriver parfois sur des plateformes, il tombe dans « Ah, je le mets dans ma liste, puis à un moment donné, j'écoute ça, mais j'ai jamais cette espèce de 3 heures-là que chez nous, je vais m'endormir en l'écoutant, puis que c'est ça. » Mais je te recommande fortement, tant qu'à ça, attends qu'il vienne. C'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va leur projeter un moment donné. En 2062, ça sera le centième anniversaire. Ça revient à moi. Oui. Un genre que j'apprécie vraiment beaucoup, pour dire que j'adore, mais que je prends pas toujours le temps de visiter, c'est les westerns. Parce que ça aussi, ça demande une certaine patience. Puis vraiment, je dis patience, mais dans le sens... Moi, je trouve qu'un western, quand il est bien fait, c'est tu laisses aller, puis tu oublies tout, puis tu tombes dans cet univers-là. On est très en mode OK, ça se gonne avec les Colts puis tout, mais souvent c'est juste le dernier acte qui a une fusillade, tout le reste est un long build-up. Tu vas me parler de 1992 hein? Oui, tu vas me parler de l'année 1992 avec Unforgiven de Clint Eastwood, que j'ai revu il y a quelques jours d'ailleurs, ça faisait longtemps, puis je le mélangeais pas mal avec Open Range dans certaines scènes et tout. Puis c'est la manière d'être différent du moule classique, je trouve. J'aime vraiment ça qu'il y ait le jeune... dans le fond, c'est des anciens mercenaires un peu tranquillisés qui s'en vont juste venger des prostituées qui sont faites maganer par du monde. Puis, mais eux, ils sont tous quand même tough de hey, on en a fait nous autres puis on en a tué, puis finalement peut-être que ça leur tente vraiment plus de retourner là-dedans. Puis le jeune aussi il y a des problèmes de myopie là. Moi avec mes lunettes, Pat aussi, c'est toujours la référence hey, qu'est-ce que tu fais si t'es projeté en 1863, c'est comme ben si on brise mes lunettes, je suis pas mal dans la marge. Je te dirais, mon espérance de vie vient de dropper vraiment beaucoup là, tu sais. Un film que Eastwood, il y a juste lui qui pouvait incarner ce personnage-là à cette époque-là, à ce moment-là, parce que ça vient faire plein de parallèles avec ses débuts de carrière dans les films de Sergio Leone et tout ça. Un film qui, encore là, qui est beaucoup plus profond et humaniste que ce que les gens pensent. Au-delà du western, c'est William Money, c'est un gars rongé par son passé, par ce qu'il a fait, qu'il a essayé de mettre derrière lui. Puis la vraie nature qui revient si tu le pousses dans ses derniers retranchements. Alors, c'est un film que je regarde au moins une fois par année et qui est extraordinaire. Puis tu sais, la manière que tu le décris, visuellement, c'est pas pareil pantoute, mais c'est pas loin de John Wick, là. Celui qui a tout laissé derrière lui, mais qui doit revenir pour... etc. Oui. D'ailleurs, on pourrait arrêter, là. On pourrait prendre une pause de cette intrigue-là. Là. Nobody, Love Hurts, c'est la même affaire. Il y en a quelques-uns. Puis le C.G. Knackman qui fait l'espèce de shérif aussi. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'il n'est pas juste 100% méchant, je vais voler des banques. Lui, il pense qu'il fait le bien, tout le monde est gris par un règne de terreur quand même, mais c'est pour le bien de sa communauté qui... C'est ça. Casse la gueule aux gens pour éviter qu'ils soient méchants. C'est un peu ses limites. Là. Il était dans mon top 3, effectivement. C'est un film que j'adore. Moi, je l'ai pas mis. J'ai mis un autre western à la place, mais je reconnais que c'est un très grand film qui revisitait le mythe du western et puis pour le casting. Morgan Freeman. Je me souviens plus d'un autre western qui a gagné le à toi, Nico. Alors, écoute, puisque Unforgiven est passé, je vais y aller vers No Country for Old Men. Qui est... tu sais, je suis pas un automatique fan fini des frères Coen. Je sais qu'ils ont les cinéphiles les aiment beaucoup d'habitude, mais moi, je trouve que leur cinématographie est assez variée pour que ça soit pas tout égal. Mais No Country for Old Men, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Un des personnages les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, avec Anton Chigurh, c'est ça son nom, je pense? Je serais allé conservateur avec Javier Bardem. Le nom des personnages. Oui, mais cette espèce d'arme de genre de fusil. Oui, qu'on prend pour le bétail. Exact, qu'on prend pour le bétail, normalement. Brolin est excellent là-dedans. Puis c'en est un bon thriller où t'es sur le bout de ton siège pendant... Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dedans. Un grand beau. Ça fait... C'était quelle année, ça? 2007.
C'est ça. Fait que je crois que je l'ai pas vu depuis 2007. On a tous fait des choix déchirants. Moi, c'était ça ou Titanic. Non, c'est une blague. Fait que No Country for Old Men. Et mon choix numéro whatever, on est rendu. Moi, c'est un film que j'ai bien apprécié, mais pour moi, les frères Fargo, c'est... les frères Coen, c'est Fargo. Okay. Ouais, pour moi, c'est mon film préféré d'eux. Fait que c'est pas un film que je vais nécessairement réécouter. Okay. Je l'apprécie une fois, j'ai peut-être vu 2 fois, puis c'est correct. Fait que je me lance avec le prochain. Oui, vas-y. Non, un truc, OK. Ben, je vais y aller. Allons-y avec mon western, moi, que j'ai mis. Ouais. Dances with Wolves. Ah, je savais OK. Mais ça, c'est une année... Je pensais que ça serait... C'est pas de nommer, mais je pensais que ce serait ton numéro 1. Là. Non, ben, tu sais, encore là, tout est interchangeable, on était dans la thématique. Puis ça, 90, c'est une année très difficile parce que 2 de mes films préférés sont là, Dances with Wolves et Goodfellas aussi, que j'adore. Puis avec le recul, je pourrais peut-être comprendre que Goodfellas l'aurait peut-être mérité, mais en même temps, Dances with Wolves est un film magnifique, grandiose. Encore là, j'avais 14 ans, j'ai vu au cinéma, fait partie de ces premiers films-là, adultes. J'étais un peu intrigué, fan de western et tout ça, et là, je découvre ce monde-là, ce western-là présenté d'une façon très humaniste, avec les habitants de Première Nation au premier rang, où le personnage va faire l'effort d'aller vers eux, d'apprendre leur langue, donc ce côté, leur représentation est incroyable. Même quitte à abandonner sa nationalité de naissance. Là, de très belles scènes et une des meilleures bandes sonores ever de John Barry que je réécoute souvent. Moi, ça, c'est un film qui fait partie encore là, je pense, dans mon top 10 ever à vie. Un film que je vais écouter aux 4-5 ans, puis je vais écouter la version longue qui est encore plus intéressante. Fait partie des grands films. Je l'ai réécouté récemment. À l'automne, je pense, peut-être. Là, on s'en était parlé. Puis je l'avais vu quelques années auparavant. Puis comme tu viens de le décrire, je suis comme, c'est vrai que c'est merveilleux puis tout, mais moi, quand je l'écoute, je le trouve un peu quétaine. Je le trouve un petit peu trop quétaine. Tu l'as mentionné tantôt quand tu parlais, je pense, des Titanic, des Avatar, ces affaires-là, tu sais. Puis c'est la même affaire. Je préfère quand même Danse avec les loups que Avatar. Mais, moi aussi. Mais c'est ça, quand je l'écoutais, après, j'étais comme, ouais, mais on dirait que finalement, c'est en relation avec les Premières Nations, puis que là, ils forment un couple, puis ils se marient avec l'autre qui est aussi une ancienne blanche et tout. Puis j'étais comme, ben oui, c'est comme... C'est sûr que c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui arrive. Fait que t'es comme content, mais il n'y a pas tant de surprises dans le film. Non, c'est d'une simplicité. En fait, c'est des archétypes en quelque part aussi. Ouais. Mais moi, cette thématique-là de l'étranger qui va dans une autre tribu, qui est Laurence d'Arabie aussi, là, on s'en cache pas. Moi, ça me rejoint. Ouais. Mais je comprends ton point tout à fait. C'est ça, c'est comme... C'est juste un bémol global de dire, c'est pas un film qui te... De recul, encore une fois. No Country for Old Men, puis qui te saisit. Fait que là, c'est juste une préférence personnelle rendue là, mais je peux pas dire... Parce que Goodfellas est plus complexe. Ouais. Et je comprends que... Traverse mieux le temps, je pense. À ce niveau-là, Goodfellas... Il y a des répliques iconiques dans Goodfellas. Oui, exact. C'est un film que j'ai détesté quand je l'ai vu au cinéma la première fois. Je pense que j'étais pas prêt. C'était un peu trop violent. Pour moi. Ah, puis son c'est pas Andy Garcia, c'est Ray Liotta, qui est sa coke quand il se fly. Puis à chaque fois qu'il est sorti dans un format, après, je l'ai racheté. Puis je le regarde encore aujourd'hui. Tu l'as HD DVD? Tout. Fait que c'est un film qui est resté. Puis, tu sais, je sais pas si ça vous arrive, il y a des films, des fois, pour lesquels t'es pas prêt, t'es pas rendu là mentalement. Des films qui sont plus demandants. Ça en a été un, mais je l'adore maintenant. Mais il a pas gagné le score du meilleur film à cause de Titanic, on a dit tantôt. Non, mais c'était Dances with Wolves. C'était ça, le genre de film, justement, plus consensuel, probablement au niveau de l'Académie, parce que Dances with Wolves était plus émotionnel. C'est ça. Goodfellas est quand même plus froid, c'est plus... voilà. Puis, évidemment, moi, je suis plus marqué par les années 90, même si j'étais jeune à l'époque, mais on dirait que c'est une décennie que j'ai revisité. J'en ai juste 2, moi, des années 90. Puis là, j'ai parlé d'Unforgiven de 92, mais un an avant, en 91, Le Silence des agneaux, Silence of the Lambs, quand je parlais de thriller et tout. Puis ça, c'est un film qui est fascinant parce que, ayant grandi avec plus du David Fincher, mettons, de début 2000, puis des choses comme ça, ben, quand on prend le temps de... Non, faut que tu écoutes ça, c'est plus vieux, mais, je dis entre guillemets, mais va voir. Puis là, tu fais, OK, je pense que ça a vraiment bâti des codes pour le genre, finalement, tu sais, fait que peut-être que Dances with Wolves aussi a cet aspect-là, d'ailleurs. Fait que c'est ça que je trouve cool, de voir la genèse du thriller, écoute, la fameuse scène de...
le montage en parallèle entre les policiers Quand qui cherchent une maison FBI puis l'autre qui est dans la place, maison, puis tu sais, c'est juste ça, c'est iconique, plus le rôle de Anthony Hopkins et tout, fait que, puis qui a mené aussi à 3-4 suites. Ce serait mon numéro 1, en fait, ouais, si j'avais vraiment à mettre un numéro 1, parce que même si les gens ne le considèrent pas tous ainsi, c'est un film d'horreur, Silence of the Lambs. Je veux dire, c'est un cannibale qui enlève la peau de ses victimes. Puis tu peux pas faire plus horreur que ça. C'est un rare grand chelem parce qu'il avait tout raflé, je pense. Meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film. Scénario également. Scénario également. Et c'était la 3e fois dans l'histoire, après One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ah, tiens, vois-tu. Okay. Et un vieux film des années 30, It Happened One Night. Fait que quand même... Puis ça reste que tout le monde sur la planète, incluant Donald Trump, connaît Hannibal Lecter. Fait que quand tu réussis à imprégner le monde entier de quelque chose d'aussi sombre que ça, c'est très sombre, Le Silence des agneaux. Oui. Mais c'est magistral. Fait que ça serait mon numéro 1, moi. T'sais. Écoute, moi, il est très haut dans ma liste aussi. Évidemment, un incontournable. Je me rappelle d'avoir vu ça au cinéma. Les gros plans du visage d'Anthony Hopkins qui regarde Clarice Starling. Écoute, c'était à donner la chair de poule. Un rôle marquant, mais il était quoi, là, 7-8 minutes, je pense, en tout. Ouais, il ça est serait très peu présent. Si tu le mets vraiment, là, je pense qu'il est à 10 minutes total. C'est comme la portion football dans le Super Bowl. Mais, c'est 17 minutes, je pense. Écoute, quel grand film. Et c'est cette approche-là, un peu série B dans la facture. Ouais, il y a quelque chose de très sale, très cru, très épuré, mais qui fait que ça traverse le temps, justement. Jodie Foster, évidemment, très incroyable aussi là-dedans. Et fun fact, le rôle était destiné à Gene Hackman au début. Ah, je savais pas. Ouais, c'est... puis finalement, je pense conflit d'horaire, de trucs. Finalement, il n'a pas pu le faire. Puis on est allé chercher Anthony Hopkins, qui était comme un vétéran, mais qui n'était pas une grande vedette non plus. Là, puis c'est ça a relancé sa carrière. Ça l'a propulsé. Et qui n'était pas la première apparition d'Hannibal Lecter au grand écran. Non, ça aussi, effectivement. C'est vrai. Brian Cox l'a joué dans Manhunter. De Michael Mann. Il était très bon, d'ailleurs, dans Manhunter. Je mentionne comme parenthèse que si vous n'avez pas encore regardé la série Hannibal, il faut absolument regarder la série Hannibal. Vraiment, qui est une belle variation. Puis Mads Mikkelsen nous fait presque oublier Anthony Hopkins. Il l'amène ailleurs, mais c'est tout aussi puissant. C'est un peu la même idée que s'il collabore avec des policiers pour résoudre des enquêtes. Non, c'est avant. Okay. C'est avant qu'il soit arrêté. OK. Puis la série va rejoindre les romans, on n'en dit pas trop. Là, mais c'est plus proche de Manhunter dans les personnages que de Silence of the Lambs. Ça va être ça, mes prochaines affaires. Puis ils vont très loin. L'univers lecteur. Pour de la télé grand public, ils vont très loin dans le visuel. C'est très graphique. Puis t'avais Caroline Davernas. Ouais, c'est ça, j'ai joué que ça dans son... Il y était un bout de temps, il était sur Netflix. Je sais pas si c'est encore le cas ou ça. Je sais pas. On arrive dans le top 3. Ben là, il va peut-être avoir de la redite sur ce qu'on a dit. Moi, il m'en reste donc 2. Moi, il m'en reste un. En fait, oui. Ben écoute, je pense le premier à le nommer. The Godfather de 1972. Ah oui, c'est ça. Donc, il m'en restait 2. J'ai pas mis le 2 dans mon... On a tous eu le même réflexe, la même réflexion. Mais pourtant, je sais que pour plusieurs, ils trouvent que le 2 est même meilleur ou supérieur au 1. Ce qui arrive aussi, c'est faute de temps. J'ai réécouté le 1 il y a 2 jours. En fait, on a reporté notre enregistrement de ce matin, puis ça m'a permis d'écouter le parrain. Mais j'ai pas eu le temps d'écouter le 2. J'ai réécouté comme un recap parce que je l'avais déjà vu, puis ça m'a comme convaincu de genre, ouais, non, je pense que j'aime mieux le... C'est parce que j'aime beaucoup le personnage de Brando qui est présent, puis Michael par Al Pacino qu'on voit pas arriver un peu, puis que soudainement c'est plus le film de Robert De Niro, le deuxième. C'est ça. Puis le fait que Pacino est comme déjà en place, puis il est déjà un peu comme méchant, puis là ça va plus bien que sa blonde, puis toutes ces affaires-là, ça me il y a moins de nuances du premier. Exact. Puis, vois-tu, moi aussi j'ai eu le même débat que toi. Puis j'ai juste mis le premier dans ma liste. Le premier, ce que je trouve fou, c'est que ça dure 3 heures. Puis je suis même pas allé aux toilettes, je pense. Tu t'écoutes ça, là, puis je me suis pas endormi. Parce que j'ai pas en retard mes films. Là, fois que ma fille est couchée. Pis tout. Fait que j'étais comme, c'est trop bon. Puis c'est pas parce qu'il y a plein d'actions puis que ça arrête pas. C'est juste toutes les scènes prennent le temps d'exister, mais ça se conduit, le fil narratif,
c'est pas non plus trop mêlant, tu comprends bien qui est qui, les gimmicks, les attentats contre la famille, les Corléonais qui reviennent. Puis ça aussi, c'est un miracle ce que Coppola a réussi à faire, parce qu'il voulait le mettre dehors après 3 jours, je pense. Ah ouais, OK. Il est complètement insatisfait de ce que ça donnait. Le studio était contre son embauche de Pacino. OK, parce qu'il était pas connu, j'imagine, c'est ça? Puis il le trouvait pas beau, il le trouvait pas intéressant. Il s'est battu contre Vin Marie. Avec moi aussi. C'est le dernier qui me restait, puis j'ai choisi aussi un au lieu. Êtes-vous d'accord avec la blague dans Barbie, là? Je sais pas si tu l'avais vu, Barbie, que j'ai bien aimé ça. Les gars aiment comme mansplainer puis expliquer le parrain. J'ai jamais fait ça. Des fois, j'explique des films que j'aime, mais je suis pas assez le parrain tatoué sur le cœur non plus. J'ai pas vu avec ma blonde, fait que je pourrais pas dire. Moi, il m'en reste un aussi. Parce qu'évidemment, j'ai aussi le parrain sur ma liste. C'est un autre Scorsese. Je dis un autre parce qu'on a parlé de Goodfellas, mais The Departed, c'est... J'ai pas osé regarder l'original parce que c'est un remake d'un film de Hong Kong. Mais c'est tellement, ça aussi, rempli d'acteurs très forts, des hommes. Là, ça aurait pu être écrit par David Mamet, là, tellement que c'est des hommes qui jouent là-dedans. Il y a la moitié de la communauté artistique de Hollywood. Puis je trouve que justement, c'est un des films accessibles de Scorsese qui est pas toujours super accessible à cause des fois de la violence, à cause de peu importe. Puis avec une fin absolument imprévisible et choquante même. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je m'en rappelle plus non plus. Non? J'ai un blanc. Pas grave. Je sais plus. Le départi. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus. Très bon choix, effectivement. Puis tu vois, j'ai jonglé, puis je pense que j'aurais dû le mettre à la place de Forrest Gump, me serait fait écœurer, mais bon, j'accepte la blague. Mais oui, c'est ça. Parce que je me souviens que la controverse, la mini-controverse, c'est de dire, ou l'astérix, c'est que le monde disait « Ah, c'est pas ça son plus grand film, mais ça sonne comme « Hey, avant qu'on le regrette parce que Scorsese n'aura jamais eu d'Oscar, du meilleur film ou du meilleur réal, on va y donner, tu sais. » Puis pour plusieurs, c'était comme puis il y a ce côté-là aussi, des fois, c'est peut-être vrai ou élitiste de dire l'original est vraiment meilleur. C'est les Américains pas capables d'écouter un film étranger. C'est souvent le cas. Vrai, c'est ça, mais je pense pas que Scorsese fait de la bouette. Puis des performances de Jack Nicholson, Matt Damon, tout le monde là-dedans. Puis là, il arrête pas, grâce à la magie du podcast. Matt Damon est allé à plusieurs podcasts, puis il compte genre des expériences de tournage avec Nicholson, puis des trucs comme ça, des scènes anodines, mais à quel point Nicholson en ajoute, puis pour donner de la profondeur à son personnage et tout. Fait que oui, je pense que c'est un grand film de notre époque, surtout tous ceux qui aiment le Loup de Wall Street puis ces affaires-là. Je pense quand même que Departed est Je dirais pas que c'est le plus grand film de Scorsese, c'est probablement Raging Bull ou peut-être Goodfellas, mais c'est un excellent thriller, efficace, pas cucu, avec des belles performances d'acteurs. Vraiment. Toi, il te reste-tu un film? Non, moi, j'ai passé au travers. Mon numéro 1, c'est Everything Everywhere All at Once. Ça, c'est mon préféré de tout. Puis c'est pour ça que je suis curieux de voir si dans 20 ans, ça va être encore ça. Mais c'est vraiment ma trame différente. Il y en a un autre que j'ai pas nommé, qui serait comme mon numéro 2. Puis je suis surpris. En même temps, vous avez peut-être des films plus vieux que j'aurais pensé. Moi, c'est plus récent quand même. Puis c'est Parasite, qui fait partie de ceux qui est pas... Quand t'as dit qu'il y en avait un peu horreur, je me dis soit c'est Parasite, soit c'est Silence des agneaux. Il est plus thriller que horreur, là, dans les codes très larges, mettons, du cinéma. Puis je serais dû pour une petite revisite, parce que je l'avais vu pas mal en 2019-2020, mais pas depuis 2019. C'est 2018, je me souviens plus quelle année. Ça a gagné 2019, donc c'est sorti l'automne 2018. Fait que bon, dans ces années-là, j'ai vu ça. Puis... mais moi, j'ai très hâte à Mickey 17. On va enregistrer, ça sort dans 2 semaines. Moi aussi. Il faudrait que j'écoute les premiers Mother puis Memories of Murder. J'ai pas vu de Bong Joon-ho dans ses premiers films coréens. Mais moi, ça m'avait jeté à terre. Puis ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est que pour une rare fois, ou quand il a souligné Bong quand il a gagné, je le connais, Bong. que... Il dit, si vous vous donnez la chance là, de lire des sous-titres, vous allez découvrir qu'il y a du merveilleux cinéma partout dans le monde. Il y a de la dompe partout dans le monde, mais il y a du très bon cinéma partout dans le monde. Tu sais. Puis cet exploit-là d'avoir gagné meilleur film international, meilleur scénario, puis meilleure réalisation. C'est ça. Il avait gagné 4 Oscars. Puis c'est la première fois qu'un film non américain gagne le meilleur film.
C'est sûr que ça faisait pas si longtemps qu'il pouvait être en lice aussi. Là, mais je trouve que c'est un fait d'armes incroyable. Que souvent, on stanne des clichés puis des trames typiques américaines, puis justement, quand on se donne la peine d'explorer un peu, puis honnêtement, je le fais pas assez, mais je l'ai fait beaucoup, notamment pour le cinéma asiatique. On découvre des choses. Les autres cultures osent des affaires que jamais on oserait, par exemple. Les mœurs sont différentes. Ou juste des problèmes sociaux qui traitent. Exact. Au final, des fois, c'est les mêmes, les classes sociales, des trucs comme ça, mais l'angle est juste différent de part. C'est ça, les mœurs, les emplois, la situation économique, etc. C'est comme si t'aimes John Wick, ben va voir The Man from Nowhere, tu vas voir où John Wick a pris son inspiration. Okay. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça. Puis particulièrement dans le cinéma d'action, les dernières années, les Américains sont enfin influencés par le cinéma asiatique qui fait des folies. Ouais, ben là, ils sont malins. Ils vont chercher les acteurs, ils vont chercher aussi les coordonnateurs de cascade. De cascade, exact. Et tout ça. Écoute, moi, il n'est pas dans ma liste. Juste te dire, tu vas peut-être avoir la visite d'Elon Musk et ses stooges parce que Trump déteste Parasite. Je sais pas si tu te rappelles, mais il avait parti sur une tirade quand le film avait remporté l'Oscar. Je me souviens pas, mais je suis pas surpris. Non, c'est un film qui pratiquement l'attaque sa classe sociale et son mode de vie. Tout à fait. Mais non, ça se dit mais t'es pas un détraqueur du film? J'avais été déçu, moi. Okay. Moi, j'étais sorti de là, c'était comme... Oui, mais... C'est juste ça. Moi, je sais pas. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées, mais c'est pas venu tant me rejoindre. Fait que, fait partie des films qui... Je t'en veux pas. Ben, merci. J'étais pareil. Merci. C'est correct qu'on soit pas toujours d'accord aussi. On a réussi. Quand ça a parti, je me dis, ça va-tu durer 1h50? Mais on est à peu près à 1h, plus ou moins 2 minutes. Bon, qu'on est discipliné. Fait que là, on vient de garnir votre liste pour ceux qui nous écoutent. Oui, peut-être qu'il y a des choses. Nous-mêmes, moi, il y en a un de Sting, m'a écouté ça plus tôt que tard. On a parlé de Scorsese, fait que prochaine fois qu'il fait un film, je pense qu'on s'attaquera à un top Scorsese. Très bonne idée. On trouvera autre chose. Sinon. Oui, ce serait une bonne idée. Ouais. Fait que c'est tout. Retrouvez-nous un épisode régulier des sorties de la semaine ou un autre épisode spécial avec des entrevues, des tops et autres. Mon ciné balado. Ouais, peut-être surveiller notre quand même épisode spécial prédiction des Oscars qui va suivre bientôt aussi. Qui va être quand même difficile cette année. Justement, on parlait des campagnes de salissage puis des affaires qui ont donné. Personne n'a nommé des codas puis des dans nos tops Shakespeare in Love puis ces affaires-là. Mais d'habitude dans les galas, c'est une ligne conductrice, mais là, les BAFTA qui ont eu lieu en fin de semaine aussi viennent d'aller complètement ailleurs. Fait que j'ai bien hâte de décortiquer tout ça avec... pour vous faire un aveu, là, quand j'ai vu Coda dans la liste des films, j'ai aucune idée de quoi on parle. La famille Bélier. C'est une reprise. Ouais, c'est ça, un remake de La famille Bélier. Ah oui. Puis c'était sorti sur Apple TV. Une histoire de sourd-muet là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis une fille la fille, elle l'est pas. Fait qu'elle veut s'émanciper puis sortir du nid. C'est super charmant. La famille Bélier, ça avait eu un gros hit au Québec quand c'est sorti, mais c'est juste... En plus, il était sur Apple TV. C'est pas sorti au cinéma ou juste assez pour être monté en pleine pandémie. Là, dans puis c'est ça. Fait que, mais je me souviens aussi des dernières années, Nomadland, par exemple. C'est un bon film, mais le monde, c'est aride. Là. C'est rough. C'est du drame social au plus bas. T'sais. Très dardennesque à sa façon. Voilà, c'est tout. Fait qu'on analysera les polémiques de cette année aux Oscars. Yes.